Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Saméline Rompré. Cette semaine, on fera la connaissance d'une humoriste ricaneuse et conférencière. On s'entretiendra avec la présidente d'une entreprise qui vend des produits récréatifs motorisés dont le siège social est à Laval. On parlera des spectacles à venir et à ne pas manquer à Laval. On vous fera découvrir une comédienne et auteure dont la pièce jeunesse qui parle d'immigration tombe à point. On parlera des tendances techno en 2015. On aura aussi notre avocat en résidence. On va jaser avec lui des maladies pulmonaires professionnelles. Et à la chronique cinéma, on verra si le film Cendrillon, joué par de véritables acteurs, est un conte de fées ou une malédiction. L'édition de la semaine du 22 mars 2015 de Laval et compagnie débute à l'instant. Il est de l'Écho de Laval, c'est notre collaborateur régulier à l'émission, Ghislain Plourde. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Éric. Le BAP a donné son feu vert pour l'autoroute 19, mais il faudra être patient. Est-ce que c'est ça? C'est un feu vert conditionnel, Éric. Effectivement, le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, a dévoilé son rapport. Mais en fait, le rapport a été dévoilé dans les derniers jours. Unanimement, on comprend qu'il faut améliorer le lien routier dans l'axe de l'autoroute 19 et de la route 335. Maintenant, le rapport dit d'y aller avec une analyse supplémentaire comparative, à savoir si le projet sera fait en autoroute ou en boulevard urbain. Donc, il faudra patienter encore quelques temps avant de donner le feu vert au calendrier de réalisation des travaux. Très évidemment que cette conclusion, déçoit la coalition pour le parachèvement de l'autoroute 19, qui est menée par le maire de Bois-des-Filions, Paul Larocque. Oui, on applaudit évidemment le fait qu'on reconnaît qu'il faut améliorer cet axe routier. Maintenant, selon la coalition, tous les rapports dévoilés démontrent que l'option du boulevard urbain n'est pas viable, n'est pas envisageable. Donc, on prioriserait évidemment le projet autoroutier. Et on craint du côté de la coalition, évidemment, que cette analyse supplémentaire comparative ne vienne retarder l'échéance. On souhaite tout de même une annonce des travaux quelque part en 2016, possiblement 2017. Ce qui va venir, évidemment, là, possiblement arriver dans le calendrier prévu pour 2022 pour la livraison du projet. Pour les opposants... 2022. Oui, on parle d'à peu près 4 ans, 4 ans, 4 ans et demi de réalisation. Évidemment que pour les opposants à ce projet d'autoroute, on parle notamment du Creux de Laval et du Creux de Montréal, le Conseil régional de l'environnement. On se dit plutôt satisfait et on estime que l'analyse supplémentaire va privilégier l'option, le projet du boulevard urbain, tout comme le parti d'opposition à Laval, Action Laval, qui priorise également ce scénario de boulevard urbain. Donc, on va surveiller la suite des choses. OK, soyons patients. Hein? Ah oui, voilà. Certainement. On parle d'un aréna qui pourrait porter le nom de Michel Therrien ici à Laval. Exactement. L'Écho de Laval révélait cette nouvelle en novembre dernier qu'un mouvement de citoyens allait, se mettre en marche pour honorer le nom de l'entraîneur-chef du tricolore, Michel Therrien. Natif de Laval? Michel Therrien, rappelons-le, avant d'être entraîneur du Canadien, a été, dans les années 90, a dirigé le Titan de Laval. Ancien résident de Chomédé également, durant à peu près une dizaine d'années. Okay. Et il s'est impliqué aussi dans le hockey mineur de Chomédé. De là, la réalisation, cette initiative d'un citoyen qui va présenter en avril une pétition qui devrait comprendre 500 à 600 noms. Idéalement, on aimerait que ce soit l'Aréna Cartier qui devienne l'Aréna Michel Therrien. Cependant, on ne ferme pas la porte à ce que ce soit l'Aréna Chomédé. Parce que dans les derniers jours, l'Écho de Laval a appris que l'Aréna Cartier, outre la proposition d'Aréna Michel Therrien, une autre idée va venir sur la table, soit la proposition pour l'Aréna Arthur Lessard, qui est un grand bénévole à Laval, M. Lessard. Et rappelons-le qu'il est à l'origine des Jeux du Québec, non officiels en 1970, la compétition qui, à Laval, a ensuite pris le nom de Jeux du Québec à l'ensemble de la province. On ne parle pas d'un aréna neuf, mais d'un aréna déjà existant, exactement. OK. Parlons maintenant d'un jeune joueur de Laval qui a été repêché par les Red Bulls de New York.
Carl Ouimet, c'est un jeune joueur de Terrebonne, mais qui a connu d'énormes succès sur le territoire lavallois en soccer. C'est un ancien également du Collège Laval. Il a été jusqu'à tout récemment de l'organisation de l'Impact de Montréal. Il a été libéré par la formation montréalaise de Joey Saputo à la mi-février. Mais heureusement, il s'est trouvé une nouvelle terre d'accueil, la Grosse Pomme. Et pas la moindre. Et l'organisation prestigieuse des Red Bulls de New York, de la MLS, la Major League Soccer, lui offre donc l'opportunité d'évoluer avec cette formation l'an prochain. Il ne sera pas en terrain inconnu puisqu'il aura comme entraîneur Jesse Marsh, l'ancien entraîneur de l'Impact de Montréal. Et rappelons dans les faits que Carl Ouimet a fait partie de l'Académie de l'Impact, le centre de formation au début des années 2010. Il est devenu le premier joueur issu de cette académie à signer un contrat professionnel en 2012 avec l'Impact, la formation avec qui il évoluait jusqu'en février dernier. Bon, ça fait le tour, je pense, hein? Exactement. Pour cette semaine, c'est complet. Si on en veut plus. Des infos fraîches tous les jours, évidemment, sur votre quotidien web. L'Écho de Laval, en un seul mot, pas d'accent.ca pour découvrir l'univers de l'actualité lavalloise. Merci, Ghislain. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Avez-vous déjà entendu parler de Action 500? Eh bien, notre belle Laurence Coutu-Paquin va nous parler de ça. Bonjour! Allô? Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Un petit peu d'action, là. Ça fait pas de mal à personne, on va se le dire. C'est justement, je parle du Action 500, qui est un centre de karting et de paintball. Pour ceux qui veulent aller se dégourdir un peu, bien, ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour parce que c'est le plus grand centre de karting au Canada. Et de paintball aussi, intérieur, au Canada. C'est quand même pas rien. On l'a ici à Laval. Les pistes de karting sont ouvertes de 24 heures, comme un 24 heures sur 24. Sans arrêt. Bien, moi, ça m'a étonnée au début, puis là, j'étais vraiment pas certaine de l'information. Et oui, c'est ouvert 24 heures sur 24 parce que ça a l'air que même à 4 heures du matin, si tu veux faire du karting, tu peux aller faire du karting. On peut trouver son compte, on n'a plus besoin de Ritalin, on embarque dans un kart, ça y est. Si tu te réveilles la nuit, tu sais pas quoi faire, tu es anxieux, tu sais pas quoi faire, bien, tu vas au Action 500. Super! Mais c'est pas la même chose, par contre, pour le paintball. Le paintball, okay. C'est ouvert de midi à minuit, du lundi au vendredi, du samedi au dimanche, de 9h à minuit. Mais, par contre, il y a quand même possibilité, sous réservation, d'appeler pour que ce soit ouvert 24 heures sur 24. Si jamais vous appelez parce que ça vous tente, vous, à 3 h du matin, d'aller au paintball, bien, il y a possibilité, justement, de négocier pour les heures. Parfait. Super, ça. Les pistes de karting sont asphaltées, comme pour qu'il y ait un minimum d'adhérence, puis pour la sécurité aussi. Puis d'habitude, les pistes de karting, moi, je ne savais pas au début, mais c'est souvent en béton. Mais ceux-ci sont en asphalte, donc c'est meilleur, je pense, justement, pour la vitesse, pour tout ce qui est, justement, comme je disais, l'adhérence et le contrôle. Génial. Et aussi, le karting de Action 500, ils ont une force, les karts en tant que tels, ils ont une force de 9 forces. Contrairement à souvent dans les kartings un peu partout, c'est souvent 6,5 forces. Donc, on est chanceux, ceux qui aiment la vitesse. Hein? Ça peut faire bobo, mais non, ceux qui aiment justement les sensations fortes, aller vite, on peut pas vraiment le faire parce qu'on le fait pas sur la route. Hein? On ne va pas vite sur la route. Ben oui, c'est ça. Donc, on en profite quand on fait du karting. Exactement. Je n'en saurais rien, j'en ai pas encore fait, donc il faudrait peut-être que je m'y mette. Hein? Oui, exactement. Puis, là, on a une belle place mais tu peux contrôler ta vitesse aussi. Tu n'es pas obligé d'aller au maximum, le pied dans le fond, tu sais. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est quand tu sais que là, c'est possible, c'est le fun. T'entends. Même pour les filles, hein, on aime ça aller vite en auto. En tout cas, moi, je parle pour moi. Je sais pas pour toi, mais moi, j'aime ça. Pas pour moi. Non. Puis, les pistes sont pas justement très longues, non plus sont très larges. Parce que souvent, on voit dans les pistes de karting, c'est difficile de faire des tournages, surtout s'il y a beaucoup de personnes qui font le karting en même temps. Les pistes sont faites plus larges, donc pour avoir une plus grande manœuvre. Donc, on peut y aller vraiment comme en groupe, même au niveau du karting, exactement, pas juste au absolument. paintball. Non, ça peut y aller en groupe aussi. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a des kartings aussi pour des karts pour les enfants. Parce que, bon, évidemment, on va pas donner un kart de 9 forces à un enfant. C'est préférable de donner un kart double, donc peut-être avec un parent à côté. Okay. Ou sinon, justement, d'avoir un kart à 6,5 forces. Puis là, ils font plein de parties. On a même entendu, messieurs, bachelor party. On peut faire ça là-bas? Oui, on peut faire toutes sortes de parties. Vraiment, il y a des... C'est intéressant, pareil. Hein? On disait, bon, y a-tu vraiment juste des autos, des fusils? À voir.
à voir. Vraiment, on peut faire de tout. Puis les tarifs, ça varie aussi. Ça dépend si vous y allez en groupe, là, vous appelez, ils vont, c'est un groupe, c'est un tarif par groupe. OK. Mais sinon, par exemple, pour les courses, pour une course, ça peut être autour de 22 Pour pas 2 pire. courses, c'est 39 à peu près. Pour 3 courses, 47 Puis bon, évidemment, ça augmente. Il y a plein de forfaits, puis c'est vraiment détaillé sur le site web. C'est vraiment détaillé sur le site web. Puis il y a aussi des forfaits de groupe, comme on disait, sur le site Internet. Puis il y a des forfaits aussi combo, paintball, karting. Donc ça peut être le fun aussi si vous voulez faire les deux. Ah, ben oui, C'est une vraiment. bonne idée, Ouais, ça. mais c'est justement, puis il n'y a pas juste, comme tu disais, des fusils et tout. Il y a aussi des jeeps d'armée. C'est vraiment pour te mettre dans une ambiance. C'est vraiment le fun. Il y a des tranchées. Donc, il y a des thématiques. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. Ah, ben C'est là, vraiment j'embarque, génial. là, arrête, là. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pense que ça peut ne pas être si gros que ça. Tu sais, OK. un centre, quand même, tu sais, Ouais. il y a quand même. Tu sais, on s'imagine pas que Comme ça un peut être gros, des gros, arcs gros de terrain. garage, là. Oui, exactement. Mais ça Mais peut non. quand même accueillir un groupe de 350 personnes. Oh! Ce qui est énorme. Extrêmement intéressant. Donc, ceux qui veulent se faire un party de 350 Oui, personnes, oui. allez là. C'est vraiment génial. Tu sais, quand tu fais le souper juste avant le mariage, Oui, là, tu reçois oui. la famille au complet, tu t'en vas là, puis tu peux te Exactement. défouler en Exact. En masse. Puis c'est le fun Super. aussi parce que là, c'est sûr que tout âge peut aller au paintball, mais c'est sûr qu'ils recommandent, pour ceux qui ont en bas de 18 ans, d'avoir une lettre recommandée de leurs parents signée, parents, ou sinon d'être accompagné avec Oui, un une adulte. décharge, c'est important. Super Exactement. important. Et les prix varient aussi, comme par exemple pour 100 balles, bien, c'est 35 ce qui n'est pas si pire non plus. Pour 200 balles, 47 Puis là, évidemment, les Génial. combos ensemble, ça varie. Donc, on vous invite à aller au site web qui est au bas de l'écran et faire vos rénovations, vos réservations. Vos peut-être. réservations, oui, oui. Eux autres vont peut-être avoir besoin de rénovations un coup qu'on passe. Surtout ces 350 personnes y vont en même temps. Merci beaucoup, Laurence. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Chantal Fleury, une humoriste ricaneuse, ça tombe bien parce qu'elle a déjà commencé à rire. Très ricaneuse. Oui. En fait, c'est pour ça que je me suis donné ce nom-là, parce que pendant mes spectacles, ça arrive souvent que... Il se passe... Moi, je joue quand les fenêtres sont ouvertes, c'est pas vrai pas tout. Je laisse toujours les lumières un peu allumées pour pouvoir voir les gens. Puis là, je vois les réactions. Puis des fois, quand il se passe quelque chose, je le vois. Puis là, je pars à rire, puis je raconte aux gens ce que je viens de voir. Des fois, un gars qui donne une claque à sa blonde, une fille qui... Ou des fois... Les choses te font rire facilement. Puis ça me fait rire. Puis là, je pars à rire. Ou même ça m'est déjà arrivé dans un show, un groupe de femmes. Il y a une femme qui s'est levée carrée. Vraiment, puis elle était assise en premier en avant. Elle s'est levée carrée. Elle dit « Je suis plus capable. Je vais pisser à terre. » Puis elle est partie à courir. Écoute, moi, j'étais sur la scène. Je m'en pouvais plus. Toute la salle, on est partis à rire. Fait que c'est pour ça que je m'appelle la ricaneuse. Donc, Chantal Fleury, c'est ton spectacle. Est-ce que c'est le nom de ton spectacle? Non, bien en fait, je suis là pour parler de mon concept qui s'appelle les plaisirs de distinction féminine. OK. C'est un concept bien le fun que j'ai fait. En fait, l'idée m'est venue en 2012. J'ai fait 3 spectacles dans le cadre de la Journée de la femme. Et c'était à Chapelle, Debout, Mistassini, Saint-Félicien. Puis les 3 soirs, l'énergie, c'était tellement extraordinaire. Puis une gang de femmes qui rient ensemble, il n'y a rien comme ça. C'est vraiment, ça énergise. Puis j'ai ressenti comme une émotion à savoir que les femmes, on a beaucoup plus de stress émotif que les gars. Puis ce que je sentais vraiment, puis moi, j'ai été aidante naturelle avec ma mère, c'est peut-être pour ça que je m'en suis aperçue cette fois-là en 2012. Ma mère a décédé en 2011. Je me suis rendu compte comment les femmes, avec les stress émotifs qu'on a, de rire, on dirait que ça nous fait encore plus de bien. Il y a quelque chose qui se passe, puis d'être juste des femmes ensemble, ça nous met moins de pression, tu sais. OK. Puis là, Donc, juste redire un peu, c'est quoi le concept? Parce que moi, je c'est là que je m'en vais. OK. On est sur la même Ouais? longueur d'onde. OK. Moi, je veux comprendre. C'est bon. Fait que là, quand on est revenu de là, on revenait des trois shows, puis on était à Chapelle, c'est qu'on avait 8 heures de route. J'avais mon technicien, j'ai dit, j'aimerais ça faire un concept pour les femmes, mais que c'est encore plus que l'humour, que les femmes, ils sortent, puis qu'ils ont comme un élan supplémentaire en sortant. OK. Et là, m'est venue l'idée de faire 1 heure de spectacle. De mon spectacle, ça fait comme 300 fois que je le fais, qui est super bon, mais j'ai OK. 2 autres spectacles en plus. Et de suivre ça d'une conférence qui s'appelle « Oser, ça change pas la vie, mais... » Et cette conférence-là, en fait, je raconte un peu mon changement de carrière à moi parce que je passais des sciences à l'humour. OK. Et donc, j'ai vraiment fait un virage à 180 degrés. Moi, je pensais jamais faire de l'humour dans ma vie. Puis Tu là, m'as- tu ne fais que de l'humour. oui, là. je fais que de l'humour Wow. maintenant. OK. Et puis, donc, cette partie-là, la conférence, je raconte un peu ce qui s'est passé avec moi, mais aussi comment c'est plus difficile pour nous, les filles, de sortir de notre zone de confort, comment c'est plus difficile, nous, on attend souvent après l'approbation. peur, On attend après l'approbation des gens aussi. OK. On est vraiment plus sur le regard des autres. OK. Donc, tout ça fait que c'est plus difficile. Fait que je parle de ça. Puis les femmes se retrouvent vraiment beaucoup. Puis je finis ça, ce que j'ai pensé de faire, c'est qu'à la fin, je prends un des numéros du spectacle, puis je montre aux filles comment je fais mes techniques de brainstorming, puis comment elles peuvent utiliser ces techniques-là pour avoir plein OK. d'idées dans n'importe quel projet qu'elles ont. Fait que ça, l'idée m'était venue
en 2012, mais là, tu as l'idée, mais il faut que tu fasses la patente. Tu sais. OK. Et là, mais finalement, je me suis mis à travailler là-dessus. En 2013, en début de l'année, j'ai fait une entente avec la diffuseur à Saint-Jérôme. Et puis là, j'ai fait le concept, je l'ai essayé. Les femmes ont adoré ça. Puis depuis ce temps-là, ben, j'arrête pas d'en faire. Donc, tu fais ton spectacle qui est composé de ces 3 parties-là. Ça, c'est ton spectacle. C'est le concept, ça. Tout ça, c'est le concept. OK. Puis des fois, tu fais aussi des conférences au niveau corporatif ou c'est dans le même... C'est tout l'ensemble. Toujours la même chose C'est comme tout ça, mais des l'ensemble. fois modifié un peu. Puis en fait, je l'ai fait pour les femmes, mais il y a une femme qui est venue voir un moment donné, puis elle dit, Chantal, elle dit, moi, j'ai un groupe mix. Elle dit, est-ce que tu peux adapter ta conférence pour le groupe mix? Je dis, bien certain, il n'y a pas de problème. Ouais. Fait que je l'ai adapté, puis maintenant, je le fais aussi. Je fais souvent dans la Journée de la femme, je suis très occupée pour la Journée de la femme, et la semaine d'action bénévole aussi, ça peut être très intéressant. Puis la partie spectacle, en fait, j'ai 3 spectacles à Chapelle. Ça fait 3 fois que je vais avec le groupe. Le dernier spectacle, je l'ai écrit pour elle, en fait. Et donc, il y a beaucoup... Et puis, le spectacle, ça se vit, ça se rit, ça fait au-dessus de 300 fois que je le fais, plus que ça. Je ne sais pas combien je suis rendue. Ça, en 2 mots, ce serait quoi un peu? Qu'est-ce que tu viens aider la femme, dans le fond? Bien, je vais te raconter une petite anecdote. Je partais de Villebois en Abitibi, puis il y a une fille qui m'a parlé le lendemain matin, je l'ai croisée dans un dépanneur, puis elle me dit, écoute, elle dit, Chantal, elle dit, ton concept, il ne devrait pas s'appeler les plaisirs de distinction féminine. Ça devrait s'appeler je donne des ailes. Elle dit, quand on sort, on a vraiment le goût de voler. Elle dit, on a le goût de faire... Doser? Doser, exactement. Puis le fait de rire avant, parce que la partie spectacle, il faut aller sur mon site Internet puis voir, il y a plein d'extraits. Oui, la partie pendant spectacle... que tu en parles, juste le Oui. dire une fois, ton site Internet, c'est? chantalfleury.com. OK. Facile. Donc, on peut aller sur ton site. Oui, puis Chantal, pas de E. Fleury avec un grec, Chantal, pas de E parce que je suis trop vieille. Puis Fleury avec un grec. Donc, et là, il y a plein d'extraits, il y a des commentaires de femmes. OK. Il y a plein d'informations que vous pouvez aller voir sur le concept Les plaisirs de distinction féminine. Où on peut te voir en spectacle? Mais en fait, je me promène beaucoup. J'ai fait tout le nord du Québec, j'ai fait le nord de l'Ontario. Et je vais vraiment, on peut aller voir sur le site Internet, il y a des dates, mais je vais vraiment dans des groupes fermés. Je fais moins de salles maintenant. J'en ai fait beaucoup avant que maman soit malade. Et donc, maintenant, c'est plus des groupes fermés, des associations. Donc, puis des entreprises et tout ça. Mais pas tellement des entreprises, plus des associations, des regroupements de femmes, les centres de femmes, les centres d'hébergement. Je fais mettons, des congrès pour des femmes. Excellent. Fait qu'on peut te retrouver sur ton site, très important. Chantal Fleury, un nom à ne pas oublier. Et fine. Merci à beaucoup. toi. Merci. L'entreprise dont nous parlerons cette semaine à Laval Inc. sent la testostérone à plein nez. Et pourtant, elle est dirigée par une femme. Elle est présidente de Content, qui vend des produits récréatifs motorisés. Chantal Content, merci d'être ici. D'ailleurs, vous avez, on ne le voit pas là, mais eu un petit accident de ski. Alors, vous avez une attelle en ce moment. Oui. Vous aimez l'extrême. Donc, si vous êtes dans votre domaine, là, vous, là. Oui, absolument. On aime le sport, on aime bouger et on aime l'extrême, oui, il faut le dire. Le siège social de Content est à Laval, mais il y a maintenant 2 autres succursales. Il y en a une à Sainte-Agathe-des-Monts, il y en a une à Mirabel. Ça vous fait une grosse entreprise maintenant. Oui. Oui, on est situé depuis 1970, le magasin de véhicules récréatifs à Laval depuis 1970. Et en 2008, on a ajouté Mirabel, 2009, Sainte-Agathe. Et oui, on a quand même une bonne entreprise en belle croissance. Ça existe depuis combien de temps, Content? Nous, on est 3e génération, donc ça existe depuis les années 35-40. Toujours été situé à Laval, donc c'était notre grand-père Gaston, d'où le nom de l'entreprise, Gaston Content, qui à ce moment-là œuvrait dans le quartier Saint-François. Donc on est 3e génération, toujours à Laval, qui est vraiment fière d'être une entreprise lavalloise, 3e génération. Je comprends. Je veux pas être sexiste, mais Oui. une présidente d'une entreprise comme celle-là, il n'y a pas de gars... Nos parents ont fait plus de filles que de garçons, mais il y a des garçons dans l'entreprise, mais c'était pas écrit dans le ciel que ce serait une femme qui prendrait la direction de l'entreprise, mais c'est ce qui est arrivé. Oui, c'est définitivement un milieu d'hommes, quand on parle autant de nos opérations de déneigement, fabrication de souffleuses, milieu du récréatif, c'est quand même un milieu qui est quand même très masculin, mais je pense que quand on est déterminé, qu'on a du caractère, ça peut être notre domaine aussi, là. Je pense que vous avez toutes les qualités pour être une excellente présidente. Vous avez un chiffre d'affaires et combien d'employés maintenant, Content? C'est énorme. Présentement, on a plus de 165 employés. Ça varie encore un petit peu au niveau de la période hivernale où on a un petit peu plus d'employés avec des surnuméraires à temps partiel. Un chiffre d'affaires qui excède des 50 millions. Là. Quand même. Et c'était l'année. Il fut une époque où ce n'était que ce qu'on appelait les motoneiges. Et maintenant, vous avez les motos marines,
Vous avez les côte-à-côte, les VTT, les bateaux, les pontons et ainsi de suite. Vous vous êtes donc diversifié et avez trouvé votre niche 365 jours par année. Oui, oui. Dès le départ, en 1970, on ne vendait que de la motoneige et on est toujours demeuré fidèle à notre manufacturier qui est Bombardier Produits récréatifs, qui était Skidoo à l'époque. Et nous, on a suivi le manufacturier. Donc, lorsque le manufacturier introduit le VTT, on a ajouté le VTT, on a ajouté... Puis on avait l'opportunité dans ces années-là d'avoir d'autres lignes ou d'autres lignes de produits et on a toujours resté fidèle à notre manufacturier. Aujourd'hui, on est vraiment fiers d'être associés à Bombardier Produits récréatifs parce qu'ils sont innovateurs. Puis maintenant, on présente des gammes, là, comme vous le dites, autant motomarine, on a des pontons, on a des bateaux spécialisés de marque Centurion qui sont des bateaux de championnat de wake surf. Des motos 3 roues. Puis les motos 3 roues, la Spider, qui est vraiment un excellent produit qu'on aime bien vendre et qu'on vend très bien aussi. Et nous, c'est ça. Dans mes années 70 jusqu'aux années 90, on était très saisonniers. Mais maintenant, on a des lignes qui nous font travailler durant autant la période estivale qu'hivernale. Vous avez grandi dans un garage à sentir l'essence. Oui. Hein? Quel est votre sport préféré, justement, vous? Moi, dans tous les produits qu'on utilise, j'ai fait de la motoneige longtemps. Depuis que j'ai ma fille, je ne pratique plus la motoneige, mais j'ai encore le goût de faire de la motoneige. Maintenant, je fais de la Spider. Oui. Notre segment Spider, je l'utilise. Un petit peu de motomarine, mais c'est un produit que j'aime bien utiliser. Je me posais la question, est-ce qu'on achète un de ces produits récréatifs motorisés de la même façon qu'on peut acheter une voiture? Ou c'est un autre choix? C'est très différent de la voiture. Je m'explique. Ça a des similitudes, c'est un véhicule routier, mais quand les clients viennent nous rencontrer, viennent acheter leur véhicule récréatif, c'est du loisir. Donc, c'est quelque chose de très... souvent, il y en a, les gens ont entendu plusieurs années, on fait des sacrifices. Ils ont rêvé longtemps de l'avoir. Rêvé, ouais. Donc il y a beaucoup de passion dans le processus. Puis nous, c'est ce qui nous plaît de notre entreprise, c'est de travailler avec des gens. Nous, on travaille avec passion, mais aussi de servir des clients qui achètent avec passion. Vous me rassurez, parce que je peux avoir un rêve, rentrer chez Content, dans l'une des 3 succursales, et peut-être vous allez m'aider à cheminer, à savoir justement quel produit récréatif est plus adapté à mes besoins puis à mon entourage. Alors, on peut donc aller dans ces magasins de Content. Ils sont ouverts 7 jours sur 7 quand même. Oui, en période hivernale, oui. Absolument. Alors, c'est à Mirabel, Sainte-Agathe-des-Monts et bien sûr ici à Laval. Je vais vous donner le numéro de téléphone de la succursale de Laval, qui est le 450-666-6676 ou content.ca pour avoir tous les détails. Et croyez-moi, vous allez avoir le temps de voir tous ces beaux produits qu'ils vendent. Merci et félicitations pour votre entreprise. C'est un plaisir. Merci, Chantal. On reçoit aujourd'hui Marilyn Laroche de la salle André-Mathieu qui vient nous parler des spectacles à venir au mois d'avril. Bonjour Marilyn. Bonjour Nancy. Il y a des bons spectacles au mois d'avril. Oui, exactement. Dans le fond, on va commencer avec le 8 avril, Stéphane Fallu, qui vient nous présenter son deuxième spectacle, Bon Deuxième. Stéphane qui est plus confiant, plus confident, plus mordant. Un spectacle qui va parler des thèmes de la performance, ses passions, des choses qui l'énervent un peu, mais on va vraiment sentir son énergie. Il est surprenant. Moi, je l'ai vu en spectacle, mais en fait, dans Dieu merci. Oui, exactement. À Sorel, et franchement, c'était vraiment drôle. Il est super à l'aise, puis au niveau de l'improvisation aussi. On aurait même pu appeler le spectacle le Bon Premier. Oui, ça aurait été parfait. On en a un deuxième? Oui. Le cirque chinois. Oui, le cirque chinois, le 12 avril. Donc, 20 artistes chinois. On va avoir des acrobaties, la danse, des arts martiaux. C'est vraiment un spectacle pour toute la famille. Je vous dirais, autant les petits, des 10-12 ans, même les parents vont aimer aussi se retrouver là-dedans. C'est le National Chinese Acrobat. C'est une compagnie vraiment... C'est toujours impressionnant. Oui, c'est vraiment une compagnie de renommée internationale qui ont fait, dans le fond, des spectacles, des tournées dans plus de 40 pays. Donc, un spectacle de qualité, là. Exactement. Là, c'est vraiment très, très, très professionnel, là. OK. Et aussi, on a Marie-Pierre Arthur. Oui, Marie-Pierre Arthur qui vient nous présenter, dans le fond, son 3e opus qui est Si l'aurore. Vraiment, je te dirais comme une musicalité feutrée, de l'ambiance vraiment soft rock. Oui, c'est ça, je le savoir, parce que moi, je la connais pas. C'est un peu de rock. Oui, un peu, mais vraiment doux, là, vraiment doux. Marie-Pierre est une bassiste aussi, donc sur scène, c'est super intéressant d'avoir une fille qui joue de la bass. Puis, fait qu'au niveau visuel, mais au niveau aussi, au niveau de l'écoute, c'est vraiment un spectacle très intéressant aussi à ce moment-là.
Et qui on a à découvrir? À découvrir, on a Joseph Edgar. Ça me dit rien du tout. Ça me dit rien. Là. Je suis certaine que tu as déjà entendu la chanson Espionne russe, Tomber en amour avec une espionne russe. Okay. C'est vraiment un malheur. Dans le fond, tout le monde l'a entendu. Elle était dans les numéros 1 vraiment Mais longtemps. son nom nous dit Mais rien. non, exactement. Okay. Donc, Joseph Edgar. Oui. Donc, le 23 avril, c'est un spectacle folk rock. Dans le fond, qui vient nous présenter, c'est un album Gazebo. Un album aussi, au niveau de l'écriture, des textes, c'est vraiment intéressant. On tombe aussi sur le charme de son accent acadien. Okay. Donc, c'est vraiment un spectacle super intéressant. Puis, le spectacle, il est au Studio Théâtre. Oui, tu m'as parlé de ça. Oui. Ça, c'est particulier. On est directement sur la scène. Exactement. Un peu comme Elvis faisait des fois. Là. Oui, un studio ça, théâtre. Fait que vraiment super intime. On est style cabaret, table, chaise. Donc, vraiment sur la scène de la salle André-Mathieu. Mais combien de personnes qui peuvent entrer à ce moment-là? Je te dirais une 100-120 en salle intimiste. Sinon, des fois, on peut le faire plus grand. Quand c'est un spectacle debout, on est à 400 personnes. Et il y a des nouveaux spectacles à l'affiche. Oui, à l'affiche. En tout cas, un que tu nous proposes. Oui, je vous propose un qui est au Théâtre Marcelin-Champagnat à Laval. C'est le 4 novembre. C'est Claude Barzotti. Oui, on l'aime toujours. Oui, qui a écrit, aime-moi. Je ne chanterai pas, mais aime-moi, madame, avec Claude Michel. Qu'on connaît moins. On connaît moins, mais vraiment, c'est deux légendes françaises qui se sont, dans le fond, le spectacle, c'est Les Ritales. Se sont vraiment mis ensemble pour nous concocter, là, à nous, là, les Québécois, là, vraiment un spectacle là, très, très, très intéressant avec tout leur plus grand succès. Je sais que Claude Barzotti, ça donne toujours un grand succès. Au Retour des idoles, c'était la folie là, quand Claude Barzotti était là. Fait que ça, c'est vraiment un beau spectacle à mettre dans votre agenda le 4 novembre. Donc, au mois d'avril, on a Stéphane Fallu, le Cirque chinois, Marie-Pierre Arthur, que tu nous conseilles aussi. Il y a l'artiste du mois à découvrir, Joseph Edgar. Oui. Et allez voir le spectacle de Claude Barzotti et Claude Michel qui aura lieu au mois de novembre. Et il y a toujours le site Internet qui est intéressant à aller voir. Il est facile. Je me souviens plus. On peut le voir, je pense, par artiste, par spectacle. Par salle de spectacle aussi. Bon, si on est plus proche de la salle André-Mathieu, le Studio Théâtre, le Théâtre Marcelin-Champagnat. C'est ça, parce qu'il y a plusieurs sur ce site-là. C'est pas que la salle André-Mathieu. Il y a toutes les salles de spectacle. La Maison des Arts aussi à Laval. Vraiment, là, on peut retrouver vraiment tout à www.saleandrémathieu.com. Puis il y a des avantages aussi si on devient membre. On peut... Exactement, membre du Club Privilège. Puis on va vraiment aussi... tout est vraiment sur le site, d'ajouter des petits... ça donne des bonus un peu, d'avoir un accès aux dates avant, puis dans le fond, l'achat de billets aussi avant tout le monde. Bien, excellent. Merci. C'est toujours intéressant. Fait qu'on se revoit une prochaine fois. Parfait. Merci, Nancy. Merci. Notre prochaine invitée, qui est comédienne et auteure, propose avec sa plus récente pièce jeunesse un sujet qui est vraiment très d'actualité, d'ailleurs qu'elle va présenter à la Maison des Arts de Laval. La question est la suivante: est-ce que l'immigrant vient prendre ou donner quelque chose à son pays d'adoption? Pour nous en parler, nous avons la présidente du Théâtre Félé, Talia Almona. Est-ce que je me suis trompée en le disant? Non, ça va. À peine, un petit peu. C'est une pièce biographique, Talia, n'est-ce pas? Oui, c'est une autofiction. En fait, donc, ça part de ma vie, mais bien, il y a une part de vérité et une part de fiction, en fait. Et ça part, entre autres, et surtout, de mon parcours d'intégration au Québec. Parce que la pièce s'appelle « Moi et l'autre ». Exactement. Est-ce que vous êtes le moi ou vous êtes l'autre? Ah, c'est une très bonne question. La question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut être les deux à la fois? Et qui est... Vous semblez dire que oui, dans le fond. Vous êtes un peu des deux, c'est pas ça? Bien, moi, dans la vie, oui. Comme ce matin. Oui, je suis les deux. Parce que, veux pas, je suis née en Égypte, puis là, c'est super parce qu'on peut me voir, on peut m'entendre. Vous avez un accent québécois. Oui, c'est ça, là. Puis j'ai grandi à Laval, pour vrai. À Vimont. Mais dans le fond, c'est ça l'adaptation de tout immigrant qui vient dans un pays comme le nôtre. C'est celui à la fois de garder son identité et en même temps de ne pas trop se faire remarquer. C'est un peu ça? Bien, en fait, c'est comment je peux dire ça? C'est surtout, OK, moi, je suis arrivée ici, j'ai choisi le Québec. C'est un choix que j'ai fait. Enfin, c'est vos parents qui l'ont choisi, donc. Oui, c'est mes parents qui l'ont choisi. Mais moi, après ça, pour avoir l'accent québécois, pour m'intégrer à la société avec les valeurs, les traditions, et les valeurs étant...
les valeurs qu'on voit, les valeurs au-delà de la politique. Tu comprends les valeurs sociales. Humaines aussi, de la société culturelle. Québécoise. Exactement, culturelle. C'est un choix. Parce qu'il y a des niveaux d'intégration. Bien sûr. Oui, non, absolument. Il y a des gens qui s'intègrent totalement et d'autres qui, en fait, font du surf sur la vague, on va dire. Exactement, ils surfent. Là, aujourd'hui, la question, c'est à partir de mon nom. Parce que je pense que si je changeais de nom, si je m'appelais Julie Sirois, on n'y verrait que du feu. C'est vrai. C'est vrai. Talia Almona, là, on fait OK, elle est un peu étrange ou étrangère, on va dire. C'est un peu... La pièce, moi et l'autre, elle veut faire quoi, juste par rapport aux jeunes? Parce que c'est un message, dans le fond, que l'on envoie aux jeunes, non? En fait, oui, un message, une question. J'aime mieux poser la question. Puis la question que je pose aux jeunes et aux adultes, parce qu'on la présente de jour et de soir à la Maison des Arts, c'est... est-ce qu'on reconnaît l'autre pour ce qu'il prend ou pour ce qu'il nous donne? Pour ce qu'il nous donne ou pour ce qu'il prend de nous? Souvent, on a l'impression que ces gens-là prennent plus ce qu'ils donnent, mais dans le fond, c'est pas vrai. C'est ça. Il y en a que oui, mais c'est pas la généralité. Là. Exactement. Selon moi, c'est pas une généralité. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes, une fois après avoir vu la pièce Moi et l'autre? Ils posent beaucoup de questions. Surtout sur la dernière partie qui est comme le retour vers la communauté, mais au Québec. Parce que le personnage, dans la 4e partie, il retourne vers sa communauté égyptienne, si tu veux, mais au Québec, on reste toujours au Québec. Et là, il est rejeté comme ça se peut pas de tout bord, tout côté. Fait que c'est comme si le personnage se retrouvait dans un no man's land, ce qui parle beaucoup aux adolescents. Parce que le personnage de Talia n'est pas québécoise, n'est pas égyptienne, est où? Justement, vous parlez, entre autres, qu'il y a eu les événements du 11 septembre, c'est bien ça? Oui. Qui ont jeté une ombre sur les gens du Moyen-Orient, on va dire, les Maghrébins, entre autres. Et on est en train de vivre une deuxième vague de ça, là. Oui. Comment est-ce que votre pièce, écoutez, dans le fond, elle est tout à fait dans le sujet en ce moment-là? Oui, c'est un... comment je peux dire? C'est un heureux hasard. C'était pas l'intention d'écriture. L'intention d'écriture était parce que, je m'explique, OK? Nous, notre objectif aux deux auteurs, parce que c'est un texte qui est coécrit avec Pascal Brulmans, qui est, lui, québécois de souche, fait que c'est déjà même dans le duo, il y avait un autre et un moi. Mais notre intention, c'était d'aller au-delà de ces événements politiques. Parce que notre objectif, c'est que le spectateur s'identifie. Il dit pas « Ah, non, c'est l'autre. Ça m'arrivera jamais à moi comment je peux dire, d'être rejeté ou d'être catégorisé, pardon. » C'est ça. On rit plus qu'on réfléchit ou on réfléchit plus qu'on rit? On fait les deux en même temps. Puis c'est ça qui est formidable. Moi, ça m'amuse parce qu'en tant que comédienne, j'adore se passer de l'un à l'autre. Et je trouve que dans le rire, on peut autant réfléchir que dans le drame. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, nous aurons une collaboration harmonieuse entre les cultures ou il y aura toujours un peu d'accrochage? Quand je regarde les enfants, j'ai envie de répondre oui. Que ça va bien aller. Ah oui, parce que les enfants, c'est leur quotidien. Déjà, les adolescents, surtout à Laval, parce que Laval, c'est la cohabitation. Moi, j'ai très hâte de le présenter à Laval pour ça. Bon, justement, c'est le 13 avril prochain. Vous l'avez dit, il y a 2 représentations. Il y en a 3, en fait. Il y en a 2 en avant-midi, en fait, dans la journée. Le matin, c'est ça. Et en soirée, il y a des billets disponibles pour la pièce Moi et l'autre. Exactement. Et on vous réserve une surprise à la fin. C'est à 19h30 à la Maison des Arts de Laval. Mise en scène de Michel-Maxime Legault, avec Talia Almona, qui est notre invitée, et Marie-Ève Trudel, qui est la comédienne que l'on retrouve sur scène. Exactement. C'est à travers la pièce que je pense qu'on va trouver justement, éventuellement, notre zone de confort entre nos différences, n'est-ce pas? Bien, on le souhaite. Oui, on le souhaite. On le souhaite. Merci, Talia. Merci, Eric. Merci, bonne journée. On parle technologie avec notre beau Jean-Philippe Leroux. Ça va bien? Ben oui, toi aussi. Ça va super bien. Good. Je me suis préparée, là. Go! J'ai vu ça, t'as pas mal de feuilles. Vas-y. Il y en a vraiment en 2015. Ça s'en vient...
là. Bien, en fait, on parle de tendance d'ici la fin de l'année, mais surtout, on a fait un sondage auprès des gens à savoir ce qu'on aimerait davantage voir, justement, de disponible. On parle beaucoup d'applications. On veut que tous les objets soient connectés maintenant. Alors, à l'aide d'un petit sondage, ça nous a permis de voir les tendances et ce que les gens aimeraient voir sur le marché. Je vais te parler comme premier point du streaming ou la lecture en continu. On le sait depuis un bon bout déjà. On ne consomme pas la télé comme on la consommait, c'est-à-dire que pour la majorité d'entre nous maintenant, on regarde du contenu sur demande. Et pour 2015, d'ici la fin de l'année, on pense qu'on va battre ce qu'on n'a jamais atteint, en fait, parce qu'on va regarder la télévision de plus en plus en streaming. Donc, on pense aux séries télévisées qu'on aime regarder de plus en plus et on veut toutes les voir, les épisodes, une après l'autre. On n'attend pas une heure de diffusion, une journée précise pour regarder la télévision. Parce que c'est horaire oblige. Je veux dire, tu sais, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis là, bien, comme si on n'avait pas assez de la job puis de la demande, on s'en met plus avec les activités, les enfants, le chien, la belle-mère, tu sais. C'est en plein ça. Puis on veut plus les publicités non plus. Bon, l'épisode va durer plus va passer plus rapidement en streaming. Alors ça, c'est une première tendance à surveiller d'ici la fin de l'année et ça se fait déjà de toute façon. Parfait. Comme deuxième chose, la maison utile. Justement, on voudrait que les objets à la maison soient également connectés. Ça pourrait être très pratique. Je ne sais pas, tu es au travail et puis on t'alerte comme quoi il y a un problème électrique, une fuite d'eau à la maison. Ça serait génial. On pourrait probablement agir plus rapidement, minimiser les pertes. Les compagnies d'assurance aimeraient ça. Et quand on parle de maison connectée aussi, on aimerait qu'on puisse être avisé lorsqu'un membre de la famille rentre ou quitte la demeure. On pense aux enfants, aux adolescents, jusqu'à temps, par exemple, qu'ils soient au courant de la technologie ou de la façon qu'on s'y prend puis qu'ils réussissent à contourner la chose. Tu vois, là, je pense patron, là, ça fait comme les employés sont, tu sais, qui vivent déjà, il y avait Facebook, les réseaux sociaux, blablabla. Là, maintenant, c'est la maison qui peut-être va t'envoyer C'est pas un peu trop, ça? C'est pas de la gérance, à un moment donné? En tout cas, ça serait personnel, probablement, à la maison. Au travail, d'après moi, justement, il y en a qui n'aimeraient pas ça si jamais ça s'applique. Mais on veut que la maison soit connectée d'ici la fin de l'année de plus en plus. On t'avait de faire une maison de poche. Tu la transportes avec toi quand tu sors. La troisième idée dont je voulais te parler, la plus farfelue, la plus science-fiction si on veut, mais ça va se faire. On veut communiquer par la pensée avec les vêtements que l'on porte et également les accessoires qu'on possède, qu'on a. Ben voyons donc, c'est quoi ça? Ben ça, je sais pas. Sais-tu, je pense facilement à un chandail où on pourrait afficher justement un bonhomme sourire ou un nuage parce que ça va pas bien. On veut, sans avoir à le mentionner, que les gens puissent nous voir et dire « OK, il est de bonne humeur. Oh non, ça va pas. » On se rendrait peut-être compte, par contre, qu'il y a des gens qui sont vraiment trop heureux dans la vie et d'autres qui sont plutôt dépressifs. Probablement qu'on se déconnecterait à ce moment-là puis on arrêterait le gadget en tant que tel, mais ça serait une avenue intéressante. Dans mon cas, je sais pas. Est-ce que tu t'habillerais avec ce genre de vêtements? Ben, pas tellement. Non. Hein, pas vraiment. Non. Moi, commencer à m'assiner avec mon linge le matin. Non, c'est pas vraiment même que je file, tu sais. À part de ça, il y a aussi les citoyens informés en temps réel. Et ça se fait déjà, je pense, là, pour ne pas les nommer, à TVA avec leur application Wave pour le trafic. Ça, c'est très utile pour la consommation énergétique, la qualité de l'eau, de l'air. Alors, la majorité des gens pensent qu'on serait davantage économe et écologique avec ce genre d'application. Ah, ça, c'est génial. Faut pas attendre ça pour l'être écologique ou économe, mais ça nous aiderait et ça nous amènerait davantage à le devenir. Et ça, c'est une belle alarme à avoir. C'est un beau petit pendule. Là. Oui, bien sûr. Et l'économie de partage aussi. Encore là, je me suis questionné à savoir si je le ferais. Toi, dans ton cas, si je te pose la question, louer ta voiture, prêter ton appartement en échange de celui de quelqu'un d'autre dans un autre pays, tiens, pour voyager, le ferais-tu? Bien, ça va dépendre des assurances, je te dirais, parce que je pense qu'on est tout un petit peu la veine contrôle, là, parce que, tu sais, il faut déjà qu'on fasse attention à nos propres affaires. C'est quelqu'un d'autre. Si le partage des assurances est fait ou, tu sais, bon, peut-être. Il y a un moyen de moyenner. Mais ça nous permettrait d'économiser. Ça se fait déjà et on veut que ça se développe de plus en plus. Alors, c'est une nouvelle tendance également à surveiller. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Oui, Deux points rapidement. La santé, avec justement les applications pour calculer les calories, les podomètres. On pense qu'avec de nouvelles technologies là-dessus, ça nous aiderait à vivre plus vieux et en meilleure santé. On voudrait davantage d'applications là-dessus. Et aussi, le portefeuille virtuel. 80% de la population s'attend à ne plus posséder du tout de portefeuille d'ici 2020, qu'on va tout payer finalement avec notre téléphone cellulaire, même les montres maintenant. Je l'aime bien, mon petit portefeuille encore, moi. Moi, je l'aime bien. Mais je vais te dire sincèrement, avec... tu sais, je trouve qu'on a une belle place quand même ici, là, Québec, Canada, là, au niveau de la sécurité. Là, si tout est sur le téléphone, les vols de téléphone, tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ça serait à suivre. À suivre. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à la semaine prochaine. Salut.
chaque semaine, on s'en remet à lui lorsqu'on se pose des questions sur certains domaines au niveau de la justice. Et entre autres, il est l'animateur de l'émission Justice citoyenne, diffusée ici même à TV Laval. Maître Sylvain Lamarche, merci à nouveau d'être en studio avec nous. On aborde un sujet très complexe, mais on va juste faire une amorce. C'est les maladies pulmonaires professionnelles. Effectivement, la maladie pulmonaire professionnelle, la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles prévoit toute une section spécifique aux maladies pulmonaires professionnelles et c'est très complexe au niveau de la procédure médicale pour pouvoir faire ces réclamations. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui ont atteint l'âge de 55 ans et plus plusieurs travailleurs ont été exposés soit dans les infrastructures, dans les travaux de construction, dans les mines et toutes les personnes qui ont été exposées à des poussières organiques ou certaines poussières minérales peuvent développer des maladies comme l'amiantose, la silicose, l'asthme professionnel ou même de l'asthme bronchique qui va être catégorisé comme étant une maladie professionnelle. Et à partir de là, les gens se présentent chez les médecins et souvent n'ont pas le réflexe de parler des origines professionnelles de leur maladie. Et ça peut entraîner parfois le cancer et des mésothéliums et certains travailleurs, malheureusement, décèdent de ces maladies. Est-ce que c'est difficile à prouver que j'ai eu cette maladie pulmonaire avec laquelle j'ai à vivre aujourd'hui? C'est sûr qu'en première ligne, le pneumologue devra être informé finalement de l'historique occupationnel des travailleurs. Donc, les travailleurs n'ont pas le réflexe lorsqu'ils vont passer les examens au niveau des radiographies ou au niveau des résonances magnétiques ou la découverte de certains problèmes au niveau pulmonaire, d'exposer leur maladie, leur origine occupationnelle. Donc, il faut parler du métier qu'on a exercé, à quel endroit on a exercé, on travaillait avec quels matériaux, quels métaux. Si on est des travailleurs de la construction, la silice, si on était des travailleurs de l'amiante, tous ces catégories de métaux-là, on devrait l'informer au niveau du pneumologue. Et par la suite, au niveau des investigations, il faut avoir le réflexe de faire la réclamation au comité des maladies pulmonaires, à la CSST, qui va référer le dossier au comité des maladies pulmonaires. Et là, il y a plusieurs processus au niveau des maladies pulmonaires qui vont devoir être suivis. Mais au départ, je pense qu'au départ, il faut avoir le réflexe de mentionner l'origine occupationnelle de notre maladie pour vérifier finalement au fil des investigations médicales si elle peut être d'origine professionnelle, parce qu'il y a des indemnités quand même assez importantes. Et comme ce sont des maladies qui sont latentes sur une période de 30 ou 40 ans, les gens n'ont pas souvenance d'avoir travaillé durant 2 étés à la mine d'asbestos. Lorsqu'ils étaient étudiants, sans protection à l'époque. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une réglementation et une rigueur beaucoup plus appliquée au niveau de la santé et sécurité des travailleurs. Mais plaçons-nous il y a 30 ou 40 ans, alors qu'on pouvait travailler dans des infrastructures, dans la démolition, dans la construction, dans la soudure, c'est vrai. Dans la peinture. Donc, tous ces origines professionnelles-là devront être investiguées. Comment est-ce qu'on fait pour départager ce qui est peut-être une mauvaise habitude de vie? Je pense entre autres à quelqu'un qui aura fumé toute sa vie et qui, en même temps, aurait peut-être travaillé dans des conditions pulmonaires dangereuses. C'est sûr que au niveau... le tabac a été plusieurs fois, à plusieurs reprises, devant la Commission des lésions professionnelles, des éléments qui étaient soulevés pour vérifier effectivement s'il y a d'autres origines, s'il y a d'autres origines toxiques de la maladie. Mais il y a plusieurs décisions, finalement, aujourd'hui. C'est devenu très complexe au niveau scientifique, puis au niveau de l'épidémiologie. C'est un long terme pour dire les origines de la maladie. Mais de plus en plus, les scientifiques sont capables maintenant de reconnaître le degré d'exposition, la densité des particules. Mais n'oublions pas que nous avons affaire à la loi des accidents de travail et maladies professionnelles et normalement, on doit l'interpréter d'une façon large et profiter le plus en plus possible de son application et non pas seulement sur des critères d'ordre scientifique. Et j'imagine qu'il y a différents degrés de réclamation selon, bien sûr, sa condition dans laquelle on est. Moi, je pense que c'est le pneumologue et l'équipe et les radiographies, résonances magnétiques
sont l'équipe de premier pour établir le diagnostic. Et à partir du moment où l'origine professionnelle est connue, n'oublions pas qu'on a un délai de 6 mois pour faire la réclamation. Et donc, il y aura lieu d'être très vigilant au niveau des investigations. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui mérite une émission complète. C'est justement ce que va faire Maître Sylvain Lamarche à Justice citoyenne. Si ce sujet vous a interpellé, vous voulez justement soumettre un cas qui est le vôtre, vous pouvez écrire par courriel, entre autres, à justicecitoyenne@tvrl.ca. Et bien sûr, ne manquez pas son émission à chaque semaine. Merci, Maître. À la prochaine. Merci, Eric. Au revoir. Au revoir. Mes salutations les plus cordiales, mon nom est Jean-Jacques Lapierre. Il est un acteur important dans la vie culturelle lavalloise. J'ai le plaisir d'accueillir M. Bernard Larin. Bonjour. Bernard, ça fait plaisir de vous accueillir. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bernard, parlez-moi un petit peu de votre parcours professionnel. J'ai été journaliste à la radio de Radio-Canada pendant 17 ans. Après un certain temps, j'ai senti le besoin d'aller voir autre chose. Alors, je suis inscrit dans une démarche plutôt politique. J'ai accompagné le maire Doré dans un premier temps, pendant 1 an. Après quoi, j'étais attaché de presse à Laval, du maire de Laval. Et après ça, j'ai quitté. J'ai changé d'orientation. J'ai parcouru quelques pays d'Afrique où j'ai donné de la formation au niveau du journalisme. Et après un certain temps, le mandat qui nous a été confié par l'Université de Montréal s'est terminé et je suis revenu aux relations publiques et j'ai accompagné le maire Tremblay, Gérald Tremblay, pendant 8 ans. Après quoi, je pensais qu'il était temps de prendre une retraite et d'écrire un livre. Ah, alors, vous avez commis un livre. Un livre qui... Pourquoi vous avez commis ce livre-là? Pourquoi vous avez fait ce livre? Pendant ma carrière professionnelle, pendant les 25 dernières années de ma vie professionnelle, j'ai commencé à faire de la méditation. Et ça m'a apporté un tel soutien que je me suis dit, je pense que je dois redonner à la société dans laquelle j'ai évolué quelque chose qui témoigne de la valeur de la méditation, quel soutien ça peut apporter quand quelqu'un en a besoin. Et ce besoin s'est manifesté pour moi dans une situation difficile, une séparation, et j'ai eu besoin de retrouver mes repères. Et la méditation a été vraiment quelque chose, un instrument très concret. On peut souvent penser que la méditation s'adresse à des moines qui sont... Oui, c'est ça. Je ne t'ai pas dire à qui ça s'adresse. Non, la méditation s'adresse à toute personne qui est capable d'un petit peu de concentration et de se donner quelques minutes pour se centrer sur soi-même, porter attention à ses difficultés et à travers un peu de techniques, on doit le dire, quelques techniques principalement basées sur la respiration, on arrive à se centrer et à se libérer de ces difficultés. Une des grandes difficultés auxquelles on est confronté, Jean-Jacques, vous le savez, c'est le stress. Ah on oui. vit dans un monde qui nous sollicite beaucoup. Vous avez connu. Et on a des téléphones intelligents qui nous sollicitent beaucoup. Et à un moment donné, on a l'impression qu'on est en train un peu de se dépersonnaliser. On fait ce qui nous est demandé, mais on s'oublie à travers cela. Et quelquefois, ça nous cause des problèmes, ça nous cause un choc. Et c'est important à tous les jours de se donner quelques secondes ou quelques minutes pour se recentrer sur soi-même, ses valeurs, les renforcer ou en acquérir de nouvelles. C'est une philosophie de vie, quoi. C'est une philosophie de vie, mais c'est un outil. C'est un outil très concret qui nous permet justement de faire face aux difficultés auxquelles on est confronté. Quelqu'un est stressé, quelqu'un ne se sent pas bien dans sa peau à un moment donné ou a l'impression que les choses n'arrivent pas comme elle souhaiterait. Quand quelqu'un a l'impression, et c'était mon cas, que je ne suis plus le conducteur de ma vie, je
c'est plus moi, ce sont les événements qui m'entraînent. Alors là, j'ai senti le besoin d'avoir quelque chose sur lequel m'appuyer pour reprendre le contact et diriger moi-même ma vie. Et la méditation m'a aidé à faire ça. C'est très simple, Jean-Jacques. Il s'agit de se détendre, d'arriver à se détendre, et c'est pour ça que la respiration est un instrument fort important de la méditation, et de se centrer sur sa respiration et d'insuffler l'énergie qu'on veut aller chercher. Si, par exemple, on est quelqu'un d'impatient, supposons, on sait que... On n'est pas impatient, nous autres, on est très patients. Oui, des gens patients. Mais moi, ça m'est arrivé dans ma vie de manquer de patience. Oui, antérieurement, oui. Et j'ai eu recours à la méditation pour arriver à m'insuffler l'énergie de la patience, tout comme à certains moments, j'ai eu besoin de m'insuffler de la sérénité parce que j'en manquais. Et la joie, la maintenir, et différentes qualités qu'on retrouve dans la vie, mais avec la respiration et en pensant à quelques-unes des difficultés auxquelles j'étais confronté, j'ai mis l'accent sur la solution et non pas sur la difficulté. Alors, c'est un peu ce que j'explique dans mon livre. C'est quelque chose qui est très simple. J'ai voulu que ce soit l'équivalent d'un manuel. Il y a des résumés à la fin des sections et qui permettent aux gens de se retrouver assez facilement. Et j'ai pensé également à moi quand j'étais en apprentissage de la méditation. Qu'est-ce que je ressentais? C'était quoi mes difficultés? Alors, j'ai fait des séries de questions et réponses pour aider le méditant ou la méditante à se retrouver et à mettre en pratique ce qui est préconisé. Monsieur Larrain, c'est tout le temps qu'on a, mais il faudra se reprendre parce que votre livre, je l'ai parcouru, il est très intéressant. Nous allons mettre au bas de l'écran l'endroit où on peut se le procurer. Alors, il est à prix populaire et j'encourage les gens à le lire, à se procurer ce livre-là. C'est une philosophie de vie très intéressante. Monsieur Larrain, je vous remercie beaucoup, puis on se revoit bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Larrain. Merci beaucoup. Merci. Finalement, le film tant attendu par toutes les demoiselles et dames Cendrillon. Et c'est notre beau Nicolas Vincent Poirier qui va nous en parler. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. On sent comment de parler de Cendrillon ce matin? On se sent très bien, mais c'est une histoire extrêmement classique. Tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon. Absolument. On est tous des Cendrillons, les filles. Oui. Et Kenneth Branagh, le réalisateur, en tout cas, c'est un très bon choix de la part de Disney d'aller le chercher lui, parce que lui, il a fait beaucoup de films basés sur des pièces de William Shakespeare. Il a réalisé, entre autres, Thor en 2011 pour Marvel, qui appartient maintenant à Disney. Extrêmement impressionnant aussi comme film, soit dit en passant. Donc, c'est très classique. Et ce qui fait donc d'aller le chercher lui comme réalisateur, c'était une très bonne chose, parce que le film a un très beau look, c'est très classique. Je pense que tous ceux qui connaissent déjà l'histoire puis qui aiment l'histoire de Cendrillon, il n'y a pas grand monde qui peut être déçu par ce film-là. Visuellement, c'est sûr que c'est magnifique. Ça a la petite touche Disney. Magique. Je regardais la bande-annonce et j'étais émerveillée de voir, première des choses, les couleurs sont spectaculaires et le fameux soulier... il est magique. Il a vraiment l'air magique. C'est ce qui m'a vraiment impressionnée. Je me demandais, c'est un vrai soulier ou il était sur un green screen, là, puis ils ont fait apparaître le soulier en technologie. C'était magique à ce point-là. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir. Je pense pas du tout que c'était un soulier en green screen. Ça serait un petit peu trop compliqué. Mais disons que il y a la touche de Disney dans le film. Bien dessiné, en fait, j'imagine. Non, c'est un vrai soulier qu'ils ont dû arranger un peu en post-production, là. C'était vraiment bien fait. Mais c'est ça. Visuellement, c'est vraiment beau. Et ce qui est drôle, c'est que le scénariste de ce film-là, qui est Chris Weitz, lui, c'est lui qui est responsable, avec son frère Paul Weitz, de American Pie en 99. Donc, c'est quand même assez drôle que la personne qui fait des comédies niaiseuses pour ados retourne et va faire quelque chose comme Cendrillon. Oui, parce que c'est quand même quelque chose... On a vu plusieurs films qui ont été, tu sais, comme des reprises d'une histoire de Cendrillon. Je pense qu'il y en a eu à toutes les sauces. Puis, je me disais, quand est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir faire vraiment le film? Parce que c'est gros, là, à reprendre
prendre. C'est un classique, faut pas se tromper. Moi, je te dirais que la seule chose que j'ai été un petit peu déçue dans la bande-annonce, c'est que Cendrillon a les cheveux remontés, tout attachés, quand elle est princesse. Puis là, dans la bande-annonce, tu la vois avec les cheveux lousses, tu sais. Mais ça, c'est pour les fans qui sont vraiment... Les vrais fans. Oui, les vrais de vrais. C'est les vraies petites filles qui disent, ben voyons, on ne veut pas les cheveux attachés. Mais bon, c'est un détail. J'ai bien hâte d'aller le voir pareil, ce film-là. Mais est-ce que tu as dit justement que, bon, il y a eu beaucoup d'interprétations de Cendrillon. Et pourquoi est-ce que Disney sort ça maintenant? Eh bien, on remonte en 2010 avec Alice au Pays des Merveilles que Tim Burton avait réalisé. Le film a battu le milliard de recettes au box-office. C'est un beau film, ça. Oui, c'est beau visuellement. Moi, je le trouve un petit peu plate personnellement, mais tu sais, c'est bien fait. Et quand ce film-là a battu le milliard de dollars de recettes au box-office, là, Disney, ils se sont dit, OK, il faut en faire plus. Il faut en faire plus, ça n'a pas de sens. Donc, à partir de là, il y en a eu beaucoup. Là. En 2016, par exemple, il y a La Belle et la Bête, il y a Alice au Pays des Merveilles 2 qui va sortir. On a eu droit à Jack the Giant Slayer. Je pense que c'était en moins, mais ça, c'est pas Disney. Moins accroché un petit peu, celui-là. Bien, ça, c'était un flop. Le film a perdu pas loin de 100 millions de dollars. C'est ça. Mais c'était pas Disney qui l'a fait. Donc, Disney sont en train de ressortir tranquillement tous leurs classiques. Ils sont en train de transformer en vrais films. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est la tendance et ça marche. Eux, par contre. C'est ça, mais de toute façon, il faut qu'ils restent fidèles. Il faut qu'ils restent fidèles. Ils ne peuvent pas changer à l'extrême leur classique. On prend Maléfique, qui est sorti l'année passée. Ça, c'est vraiment superbe. J'ai adoré ce film-là. Ça a été un très bon succès et c'était comme un prequel. Donc, c'était l'histoire avant La Belle au bois dormant. OK. Et ce film-là, vu que c'était un prequel, donc c'est une histoire que les gens connaissaient pas vraiment. Ils ont été chercher une actrice connue, Angelina Jolie, et ça a très bien marché. Ça a fait pas loin de 700 millions de dollars. Un beau twist. Ça nous a vraiment fait repenser les malins, là, ce qu'il y a en arrière de leur histoire et tout. Pour ce qui est de Cendrillon, ils ont été chercher Lily James, qui n'était pas connue du tout, et ils ont fait exprès, en plus, de choisir quelqu'un qui n'était pas connu. Bien, il y a une raison à ça aussi. Hein? C'est que, dans le cas de Maléfique, vu que c'était quelque chose c'est un prequel, on a besoin de quelqu'un de connu pour vendre l'idée aux gens d'aller le voir. Cendrillon, on le sait tout c'est quoi. Donc, on peut se permettre d'aller chercher une personne un petit peu moins connue, donner une chance à quelqu'un, puis en même temps, c'est une bonne chose. Ça peut sauver une tonne d'argent. Il y a une différence entre cette jeune actrice-là, qui doit peut-être avoir un cachet de 1 million, peut-être 2, comparé à Angelina Jolie, qui est à des dizaines de millions, ou une autre actrice dans le même genre. Absolument. Et probablement que Cate Blanchett, et ça devait être de la pression de jouer avec cette actrice phénoménale. Cate Blanchett est plus grande que nature. Oui. Et elle le rend très bien, en tout cas sur la bande-annonce. J'ai bien hâte de voir le film parce que c'est vraiment magnifique. Le film, c'est vraiment quelque chose de très classique. Donc, tous ceux qui aiment déjà à la base les films de Disney, tous les films qui ont été faits depuis les dernières années, allez voir ce film-là. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. On connaît toute l'histoire de Cendrillon, mais visuellement, c'est très joli à voir. Ah, c'est superbe. Ça nous donne un petit peu l'espoir que c'est encore là. T'sais? Alors, tout le monde, Cendrillon, c'est partout dans les cinémas près de chez vous. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. Voilà qui met un terme à notre émission de cette semaine. Vous aimeriez faire parler de vos événements, votre entreprise, votre association, votre regroupement. Eh bien, voici les différentes façons pour joindre l'équipe de Laval et compagnie. Alors, par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@tvrl.ca. Notez bien que si vous désirez revoir ou partager une de nos émissions, elles sont disponibles sur le web. Donc, notre site tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités qui se sont déplacés en studio, à nos excellents chroniqueurs et chroniqueuses et bien sûr à l'équipe de réalisation et de production de Laval et compagnie. N'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante, sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Absolument. Merci, Samiline. Merci, Éric. À la semaine prochaine.